Yoshizo Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve donc pour un second philo manga tout de même un peu plus de 2 ans après la sortie du premier et oui ça passe assez vite et aujourd'hui on va s'attaquer donc à Naruto. Je tiens à préciser avant que cette vidéo commence que l'on va parler de jeux vidéo, d'intelligence artificielle, d'informatique, il y aura de la philo évidemment du Naruto, hein, c'est un petit peu le centre du sujet et donc il faudrait peut-être avoir quelques notions de base sur ces quelques sujets, puisque je vais quand même essayer de vous expliquer, mais je ne pense pas être le meilleur pour ça. Et évidemment, il y aura énormément de spoils sur Naruto, car on va traiter notamment de la fin et du plan de Madara et du plan de Obito. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi Naruto, passez votre chemin. Pour, à mon avis, la majorité de mes abonnés, vous avez quand même fini le manga, que ce soit en scan après pour animer, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que vous êtes quand même à jour, donc vous pouvez regarder cette vidéo. Et au pire, si vous ne connaissez pas Naruto, franchement, avec cette fin que nous a offert Masashi Kishimoto, vous ne raterez pas grand chose à vous faire spoiler. Donc on va commencer directement en rappelant le plan donc, de Obito et de Madara, qui est donc de créer un monde onirique où tout le monde vivrait en gros un bonheur éternel. Quand on y réfléchit 2 secondes, c'est totalement impossible, en tout cas dans les cadres de notre monde. S'il y a des vainqueurs, il y a forcément des perdants. Mais quand on crée un monde onirique, on peut totalement changer les règles du monde à notre volonté. Et comment faire si il y a des vainqueurs, il y a forcément des perdants, on est d'accord. Peu importe comment on tourne la chose, peut-être qu'aujourd'hui on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas imaginer des vainqueurs sans perdants. Mais il y a tout de même un moyen pour que toutes les personnes qui vivent dans le monde de Naruto deviennent des vainqueurs dans le monde onirique, mais que dans le monde onirique, il y a quand même des perdants. Alors on va expliquer ça et on va faire le rapprochement avec le jeu vidéo justement, et plus tard avec l'intelligence artificielle. Alors on a Naruto, qui est donc confronté à cette opinion de Obito et Madara, et qui lui n'est pas d'accord. Il va dire, oui, c'est vrai que notre monde est assez difficile, il y a beaucoup de guerres, mais s'enfuir, parce que pour lui c'est une fuite, dans un monde onirique, ce n'est pas une solution. C'est une fuite justement. Alors que la fuite peut très bien être une solution, mais ça on le verra après. Enfin bref, si on compare un petit peu cette situation à notre monde, on pourrait dire, voilà, quelqu'un qui perd sa famille, son boulot, sa maison, qui se retrouve à la rue, il y a quelqu'un dans la rue justement qui lui propose une petite piqûre d'LSD, tu vois. Donc ça serait un petit peu le même concept, c'est-à-dire il va s'évader. Voilà, c'est pour un temps assez court quand même, alors que le monde onirique de Obito et de Madara a une ambition de durer une éternité en fait. Voilà, ça serait une solution, ça serait quand même changer de monde complètement, comparé à une piqûre d'LSD qui va te faire décoller. Alors je sais pas combien de temps ça va durer une piqûre d'LSD, mais bon, enfin bref. Ce n'est qu'une solution temporaire qui finalement va te faire revenir dans ton monde de merde au bout d'un moment. Et ce temps que tu as perdu dans ce monde merveilleux, eh bien tu l'as perdu pour améliorer ta situation dans le monde réel. Or là, le problème ne se pose pas, puisque une fois que tu es dans ce monde merveilleux, tu n'y sors plus. Tout le monde va y rester jusqu'à la fin des temps. Voilà. Alors je sais pas si le chakra est censé s'épuiser à un moment ou à un autre. En tout cas, on va aussi voir que dans les mondes oniriques, en tout cas les mondes virtuels, il est possible d'avoir une vision du temps totalement différente, comme dans certains endroits dans l'espace, où le temps va s'écouler plus ou moins vite. C'est-à-dire que sur une période, par exemple, de 20 ans dans notre monde réel, il aura pu s'écouler dans le monde onirique un total d'1 million d'années. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on étale cette durée au maximum, finalement, ce ratio, on pourrait atteindre une quasi-éternité dans le monde onirique pour une milliseconde dans le monde réel. Voilà, alors évidemment, là on est sur la question des plus ou moins grands infinis, car vous savez qu'il y a des infinis qui sont plus ou grands que d'autres, c'est un paradoxe mathématique, mais voilà, en gros on pourrait garder une infinité de temps dans notre monde onirique, mais qui est quand même plus petit que l'infini ultime, puisqu'on sait très bien que on essaye d'étaler un temps réel sur un temps onirique en réalité. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour la comparaison, on va dire, à la drogue, qui aujourd'hui, voilà, dans notre bon sens, on dirait, bon, en comparant la situation d'un clochard finalement qui prend du LSD et notre monde réel qui voudrait passer au monde onirique, on se dirait, non, Naruto, il a raison, il faut qu'on bataille dans notre monde, hein, parce que sinon, c'est pas en allant dans un monde onirique qu'on va arranger nos problèmes, en fait. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la pensée de base, et on va donc aller encore un peu plus loin pour prouver que Naruto
a finalement complètement tort dans sa façon de penser. Prenons donc les jeux vidéo. J'espère que vous y connaissez un petit peu en développement de jeux vidéo. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, je vais essayer de vous expliquer au mieux comment on crée un jeu vidéo. Bon, vous savez, il y a le scénario, il y a les petits arts, etc. Mais quand on commence le développement, en plus du codage, on va démarrer sur ce qu'on appelle un moteur de jeu. Et dans ce moteur de jeu, on va pouvoir créer diverses formes et appliquer à ces formes diverses lois physiques. Finalement, aujourd'hui, on va par exemple créer un parquet, voilà, une sorte de sol qui va s'étirer d'un bout à l'autre de la map, et on va appliquer à ce sol une force de gravité qui va faire que notre personnage, quand il va sauter, il va retomber et il va être naturellement agrippé au sol finalement. Et on peut partir aussi de ce même concept pour dire qu'un jour, quand nos ordinateurs seront beaucoup plus puissants, on sera capable de modéliser donc une forme semblable à celle de la plus infime partie de la matière et coder cette petite partie infime de la matière pour lui donner les mêmes lois physiques que l'on a dans notre monde, c'est-à-dire reproduire finalement notre monde entier avec toutes ces lois physiques dans un ordinateur et pouvoir créer notre propre monde depuis le moteur de jeu et ce qu'on appellerait des assets, qui sont en fait des ensembles de composants déjà montés dans le jeu et il suffit de cliquer et de glisser pour le mettre dans le jeu. C'est pour ça que par exemple dans un jeu vidéo vous pouvez retrouver plusieurs fois les mêmes décors, plusieurs fois les mêmes maisons, plusieurs fois les mêmes personnages. Ce sont des assets, c'est-à-dire le truc est déjà modélisé à partir de plusieurs textures 3D et il suffit de reglisser ça dans le jeu pour redéposer. C'est pour ça que dans les blockbusters AAA notamment, on a beaucoup d'assets puisque ça permet de réduire le coût de développement et de sortir le jeu évidemment plus rapidement. Donc voilà, ça c'était pour les assets. Donc ça n'a pas de lien franchement avec nous. Ce qui nous intéresse, c'est le fait de pouvoir reproduire notre monde à l'identique sur ordinateur. Imaginez maintenant avec tous les progrès qu'on fait en intelligence artificielle. Nous avons par exemple Stephen Hawking qui prévoit que l'intelligence artificielle est quand même le plus gros, comment on dit ça, le plus gros danger pour la survie de l'espèce humaine. Car d'après lui, l'intelligence artificielle va bien évidemment dépasser l'intelligence humaine. Imaginez maintenant si on est capable de créer une intelligence artificielle seulement égale à l'intelligence humaine et qu'on implante cette intelligence artificielle dans des PNJ, dans notre monde, qu'on a créé à l'identique au nôtre, sur ordinateur. Ça voudrait dire qu'on aurait un humain qui répondrait à toutes les conditions pour être un humain, mais reproduit sur ordinateur. Donc après la question se pose, est-ce qu'il a les mêmes droits que nous, etc. etc. Mais imaginons, on dit, il n'a pas les mêmes droits que nous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer le plus gros jeu vidéo de tous les temps. Un jeu vidéo où ça sera l'éclat total. Alors, vous savez ce qui marche bien dans les jeux vidéo? Prenez par exemple The Witcher 3. On prend un monde totalement désolé où tous les pauvres PNJ, ils en chient leur race, ils sont bouffés par des loups, par des monstres horribles. Et c'est vraiment l'horreur. Et vous êtes le héros qui sort de tout ça et qui sauve la veuve et l'orphelin. Et en fait, maintenant on va retranscrire The Witcher 3 dans ce monde identique. Donc on va créer un monde qui est triste, où il y a la maladie, où il y a des guerres. Et derrière, on peut... Donc ça, il y a les PNJ qui vont subir cette situation. Et derrière, il y a nous, dans notre monde, on peut se transférer dans ce jeu et jouer un personnage qui va pouvoir finalement être en dehors de tout ce cadre et s'en procurer du plaisir, soit en aidant les différents PNJ, soit en par exemple gagnant des grades sociaux en fait dans cet univers là, par exemple, imaginons. C'est pour ça qu'on pourrait penser notre univers, notre monde d'aujourd'hui comme un jeu vidéo. On se dit putain, on en chie notre race, on perd des proches, vraiment c'est triste. Mais imaginons maintenant que nous, en réalité, nous sommes les PNJ d'un monde virtuel créé, reproduit à l'identique d'un monde réel au-dessus du nôtre, qui d'ailleurs, ce monde réel, rien nous dit que c'est lui-même un monde virtuel qui a été créé dans un autre monde réel, et qu'en fait, dans ce monde virtuel, puisqu'il répond à toutes les lois du réel, peut recréer un monde virtuel qui lui aussi répondra à toutes les lois du réel, et ainsi de suite, en effet de pyramide. Ça, rien nous le dit. Si nous-mêmes, on sait, parce que théoriquement, on sera capable, on sait très bien que théoriquement, il est possible de recréer notre monde sur ordinateur, ainsi qu'une intelligence artificielle qui est proche de celle de l'homme. Donc en sachant qu'on peut créer un monde identique au nôtre sur ordinateur, on sait très bien que notre monde dans lequel on vit aujourd'hui peut très bien avoir été produit sur ordinateur. Et ça crée vraiment tout un problème philosophique assez énorme,
qui fait que Naruto finalement a totalement tort. Oui, on revient sur Naruto. Pourquoi Naruto a totalement tort? Puisqu'il dit que en allant dans un monde onirique où tout le monde sera heureux dans ce monde, plutôt que d'essayer d'arranger les problèmes dans le monde dans lequel finalement ils sont originaires, ce serait une fuite. Alors que peut-être qu'en réalité, le seul moyen pour Naruto et les habitants de son monde d'être éternellement heureux, c'est d'aller dans ce monde onirique. Pourquoi? Parce que le monde de Naruto a été créé volontairement par des gens avant pour que celui-ci soit triste et désolant. Pour que des personnes extérieures à ce monde viennent s'amuser dans ce monde et sauver la veuve et l'orphelin. Donc Naruto a très certainement tort en disant qu'il faut arranger les problèmes dans son monde, alors que son monde est corrompu à la base, a été créé à l'origine pour que les gens qui y habitent souffrent. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors qu'en fait, le fait de créer un monde onirique pour que les gens qui se trouvent dans ce monde d'origine puissent s'évader et se procurer du plaisir, est en réalité la simple solution que tous les mondes supposés finalement ascendants au monde de Naruto, c'est-à-dire tous les mondes qui sont venus un à un pour finir par créer le monde Naruto. Donc imaginons, partons de notre monde, on a créé un autre monde qui a créé un autre monde, et cet autre monde a recréé un autre monde virtuel qui est le monde de Naruto. Et en fait, ce monde de Naruto, chaque monde est désolant, mais le monde de Naruto est certainement un paradis sur Terre pour le monde d'avant. Et en fait, pourquoi, vous allez vous dire, le monde de Naruto est désolant? Pourquoi ceux qui viendraient du monde d'avant vivraient le paradis sur Terre? Tout simplement, comme je l'ai dit, Naruto, enfin Obito et Madara veulent un monde où chaque habitant du monde de Naruto n'aurait que des vainqueurs. Et on sait aujourd'hui que pour qu'il y ait des vainqueurs, il faut qu'il y ait des perdants. Mais qui seraient ces perdants si tous les habitants du monde de Naruto sont des vainqueurs? Eh bien ce seraient les PNJ. C'est pour ça que tous les habitants du monde de Naruto souffriraient. Et en fait, en imaginant qu'il y ait des joueurs du monde ascendant à celui de Naruto, qui viendraient en fait dans ce monde et qui ne pourraient que gagner. Voilà. Et en fait, pour que les habitants du monde Naruto deviennent des vainqueurs, il faudrait qu'ils créent leur monde onirique avec leurs PNJ, ces PNJ qui seraient finalement leur souffle-douleur et qui leur permettraient de vivre ce fameux bonheur éternel. Voilà pourquoi Naruto a essentiellement tort. Il fallait aller quand même chercher très très loin, que ce soit en termes technologiques, philosophiques, ou alors en traitement d'autres œuvres évidemment. Mais voilà, c'était finalement la raison principale de l'erreur de Naruto, car la comparaison ne se faisait pas. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit tous les habitants du monde Naruto vont dans ce monde onirique, mais ils sont capables de revenir dans leur monde plus tard, comme nous on peut jouer à un jeu vidéo et arrêter de jouer quand on le souhaite. Ou alors, si ils sont obligés de rester enfermés dans ce monde onirique, un problème se poserait. Et c'est pour ça que d'autres personnes, même en sachant ce cheminement-là, diraient que Naruto a plutôt raison, puisque finalement ils se retrouvent prisonniers de leur monde onirique. Eh bien pas du tout, puisque Obito et Madara, il me semble qu'ils l'ont dit quand même, ou alors ils seraient extrêmement cons, en enfermant tous les habitants du monde de Naruto dans ce monde onirique, leur ferait perdre la conscience que ce monde onirique n'est pas le monde réel. Donc finalement, il n'y aurait aucune différence entre le réel et le virtuel, puisque le virtuel, dans la tête des habitants, serait le réel. Et on peut pas dire que c'est pas le réel si c'est dans leur tête, ça ne suffit pas à rendre quelque chose réel. Et pourtant si, puisque le monde de Naruto, on l'a bien vu, ainsi que notre monde, on le pense réel. Naruto pense son monde réel, nous pensons notre monde réel, alors qu'il peut en réalité très très bien être virtuel. Voilà. Donc on a fait une petite vidéo de 1/4 d'heure, j'espère avoir pas trop survolé le sujet, j'ai essayé de faire pas trop long parce que c'est quand même quelque chose... c'est un sujet sur lequel on pourrait traiter des heures et des heures. C'est d'ailleurs le sujet du roman dont je vous ai parlé il y a déjà quelques petites années, que j'ai fini mais que je pense réécrire. Voilà, c'est le sujet, c'est les mondes virtuels, la confrontation entre le virtuel et le réel, la conscience humaine, l'intelligence artificielle, etc., l'informatique. C'était le sujet de mon roman. Et voilà, pour vous dire, ça m'a pris quand même pas mal de pages. Là, résumer tout ça en 1/4 d'heure, ça a été un exercice assez compliqué. J'espère quand même que ça vous a aidé à comprendre. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, à poser des questions. Je serai ravi de débattre comme d'habitude sur chacune de mes vidéos. Et sur ce, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.